En 3 jours, je gagne ce que vous gagnez en 1 mois. Lance au juge de jeunes prostituées mineures, parfois âgées de 11 ans seulement. Un phénomène qui touche toutes les catégories sociales et tous les territoires. On a commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Après, on s'est mis sur des annonces, on a mis nos numéros de téléphone. Après, les gens nous ont commencé à appeler. Donc, il y a un moment où on se déplaçait. Et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel. 15 ans, la vache. Ça prend des chambres à 15 ans. Les clients, c'était soit des hommes mariés. En gros, c'était entre 20 et 50 ans, quoi. Maximum sur 60 ans. Ça t'est arrivé de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ah, c'est glauque. Le contenu du sac. Ça peut être des fois 5, des fois 10. Ça dépend des jours. Bonsoir Claude Ardide. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de votre enquête. Donc la fille, elle a 15 ans et il y a des jours où elle enchaînait 10 gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain. Signé avec Nadège Hubert sur la prostitution des mineurs qui prolonge le documentaire Jeunesse à vendre que vous avez réalisé en 2018 et dont on vient de voir un extrait près de 8 ans après ce documentaire. Une première plongée dans l'horreur, ce sont vos mots. Vous vous souvenez encore précisément de tous les visages de ces enfants, de ces jeunes filles. Alors, en préambule, je dois dire que quand on commence à préparer ce film, personne n'y croit. Nadège Hubert, qui est une jeune journaliste d'investigation, débarque et me dit est-ce que tu sais qu'il y a de plus en plus de jeunes mineurs, moins de 15 ans, qui se prostituent dans des collèges, des lycées, etc. Personne n'y croit. Et puis on... Alors, je suis assez étonné que ce journaliste d'investigation ne soit pas assez au courant des faits qui se sont passés les années précédentes, mais il y avait beaucoup d'histoires soit de jeunes filles qui se faisaient prostituer, en gros, par les grands du quartier, qui leur louaient des chambres d'hôtel et qui venaient récupérer la recette à la fin. Soit les filles de la DAS qui, malheureusement, apparemment, c'est le marché des horreurs là-bas. Mais ils ont changé de nom d'ailleurs, il me semble. Mais c'est catastrophique, apparemment. Et il y a beaucoup de filles qui viennent de la DAS et qui se prostituent aussi, qui sont mineures. Après, ce qui est plus inquiétant, c'est non pas que les autres ne soient pas inquiétants, mais le truc qui fait flipper beaucoup de parents, je pense, c'est de constater qu'il y a beaucoup de filles qui, d'elles-mêmes, en fait, maintenant, proposent des services, voilà. Vont sur les sites comme les 2 qu'on a vus juste avant. C'est-à-dire que c'est des filles qui, à 15 ans, ont déjà, entre guillemets, pas la présence d'esprit, mais l'idée de gagner de la thune en se mettant sur des sites. Bon, c'est assez catastrophique, quoi. Il va en parler juste après, je crois, il me semble. Écoutons. Enquêter, et là, la machine se met en marche. Et là, on découvre très rapidement l'horreur. On est dans les années 2016, 2017, 2018. On découvre l'horreur de familles brisées, de gamines qui ont 15 ans à l'époque. Vous allez voir que ça a beaucoup changé. Des proxénètes, des flics qui sont débordés, des réseaux sociaux qui commencent à apparaître, des systèmes qui se mettent en place pour permettre à ces gamines de mettre leur poste en présentant leurs prestations, leurs tarifs, etc. Mais on est au début. Ouais, parce que, entre guillemets, c'est ça aussi un des gros problèmes maintenant, c'est la facilité d'accéder à ces outils-là. C'est très accessible, c'est très facile en fait pour n'importe quelle jeune fille avec un téléphone portable de pencher du côté obscur de la force, quoi. C'est super facile en vrai. T'as la tentation de l'argent facile et quand t'es toute jeune, tu te dis pas forcément, tu réfléchis pas forcément sur le long terme, même sur le moyen terme, tu te dis pas que ça peut être catastrophique pour ta santé psychique, etc. Tu le fais 1 ou 2 fois, tu vois qu'il y a des sous qui viennent, tu te dis bon, au début je m'en fous, ça me fait rien, bon allez, je continue. Puis au bout de plusieurs dizaines de fois, voilà, tu commences à te laver plusieurs fois sous la douche. Enfin, je suppose, je sais pas, mais ça doit être atroce en fait. Un phénomène dont on a du mal à imaginer qu'il va progresser de façon fulgurante en quelques années. Vous parlez même aujourd'hui d'un tsunami, d'un raz-de-marée qui touche toutes les catégories sociales, tous les territoires et avec des jeunes filles de plus en plus jeunes. Je crois que la procureure de Marseille, la chef du parquet des mineurs de Marseille, vous parle même d'une enfant de 11 ans. Quand on est dans les couloirs de la 2e étage au palais de justice, on tombe sur quelques juges, des enfants qui sont extraordinaires, qui nous ont permis d'assister à des auditions qui vous serrent le cœur. Et on va au fond du couloir rencontrer Agnès Rostocker, qui est la chef du parquet mineur, et qui nous parle de ces gamines. Et elle nous dit, Claude, je me trouve face à des gamines qui sont extrêmement insolentes, qui me toisent en me disant, mais regardez comme vous êtes habillés, regardez comme moi je suis habillé, je gagne en l'espace de 3 jours ce que vous mettez un mois à gagner. Et puis à un moment donné, Agnès Rostocker et les autres juges pour enfants me disent à Nadège et à moi-même, nous disent, mais vous savez que la plus jeune des enfants qu'on a eu devant nous, elle avait 11 ans. Et c'était pas une gamine qui était dans une situation de précarité absolue, c'était des gamines de milieu plutôt bourgeois, qui ont une espèce d'aisance financière assez étonnante. Ah, c'est ça qui est catastrophique en fait. Je pense que ça témoigne aussi d'une certaine maladie des générations actuelles. Je suis pas non plus dans le manichéisme à dire que la génération actuelle est complètement à chier.
Même si bon, il y a de nombreux facteurs qui pourraient nous faire tendre à le penser. Mais en fait, il y a ce côté-là, ce côté application, argent facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, donc comme il vient de dire, même bourgeoises de milieu bourgeois, donc qui ont de l'argent, des moyens, etc., qui doivent se faire chier dans leur vie, je pense. Ou qui doivent être en opposition, voilà, en rébellion, la crise de l'adolescence avec leurs parents et qui plongent dans ce truc-là. Mais de savoir en fait qu'il y a des filles d'elles-mêmes, et qu'il y en a et de plus en plus, mais d'elles-mêmes, qui ont déjà de base un bon milieu familial, et qui décident d'aller sur des sites pour mettre des photos d'elles et de gagner un peu d'argent en souillant leur âme, en fait, c'est franchement très flippant. Ça veut dire que personne en fait n'est à l'abri. Maintenant, avec les réseaux, etc., personne n'est à l'abri. Ça veut dire que vous soyez prolétaire, lumpen prolétaire, ou que vous soyez bourgeois, votre fille en fait peut tomber dedans. C'est ça qui est extrêmement flippant. Et donc là, on a plongé littéralement dans l'horreur. Et avec Nadège, on s'est réparti les tâches. Nadège, elle voulait, voir les clients et voir les proxénètes. Et elle voulait voir les juges un peu partout. Ça a été à Grenoble, ça a été à Metz, ça a été à Strasbourg, ça a été en Aquitaine, etc. Et moi, j'allais plutôt voir les mamans et les gamines. Et là, ça a été une espèce de road movie, mais terrifiant. Mais vous imaginez les gars qui y vont et qui en gros couchent avec une fille de 11 ans, quoi. Enfin, vous imaginez la vache. Enfin, l'état mental dans lequel le mec, le déni, je sais pas dans lequel il doit être. C'est le mec à sa place réservé à un enfer. Enfin, vous imaginez, t'arrives, enfin déjà tu vas voir une escorte, t'arrives, tu vois qu'elle est mineure et tout. Enfin, oh putain. Après, c'est bien que la parole, entre guillemets, s'ouvre sur ce sujet-là. Et il y a Karl Zero qui en parle beaucoup aussi. Donc c'est bien de voir comme ça des documentaires, des témoignages, etc. qui poussent à lever un peu le voile sur ce milieu qui, certes, est très sordide, mais c'est super important d'en parler, hein, à mon avis. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, encourage les Français à placer de l'argent de manière patriotique pour financer la défense. Il y a forcément de l'argent public, on ne va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, mobilisation volontaire. Des programmes d'armement, c'est de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie française. Mais qui sont les mecs qui vont volontairement donner de l'argent pour ça, enfin... N'achète pas à l'étranger, c'est de la création de richesse sur le territoire national. Donc appeler les Français à mettre de l'argent pour l'armement. Sur des équipements de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20. Un porte-avions, c'est 40 années. Ça veut donc dire que vous pouvez amortir. Donc là aussi, c'est une réflexion avec Éric Lombard. Emmanuel Macron nous a demandé de l'introduire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je ne suis pas ministre de l'économie et des finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée. Puisqu'on parle de... Et quand ils vont voir que personne va vouloir en donner, ils vont commencer à taper dans le livret A. Donc les amis, surtout, videz votre livret A, videz-le maintenant. Ça commence à sentir mauvais pour les économies des Français. Après, peut-être que je me fais des plans sur la comète, mais franchement, ça semble mal parti quand même. Faut-il remettre les jeunes au boulot ? On a un jeune, il termine à 17h45. Hier soir à 17h40, il était prêt à partir. On le lui rappelle, il n'était pas là ce matin. Il a envoyé un SMS pour dire qu'il mettait fin à sa période d'essai. Alors pour le coup, vous allez voir sur ce sujet-là, je trouve que c'est assez compliqué de trancher, d'avoir une opinion nette. La chose que j'en sais, c'est que c'est pas forcément les diplômés les jeunes diplômés qui ont des soucis, c'est les jeunes non diplômés, mais qui ont peut-être des exigences au-delà de ce à quoi ils peuvent prétendre. Nous, on travaille dans le milieu de l'archivage. Moi, je gère plusieurs centres de conservation dans le sud de la France. On recrute pratiquement partout. On recrute à Fréjus, on recrute à Cavaillon, on recrute à Lyon, on recrute à Toulouse. On reçoit des CV. Alors on ne sait pas à la fin si les CV ils arrivent par Indeed un peu par hasard ou par France Travail un peu par hasard, mais on est en contact, qui ne nous rappelle pas forcément. Il y en a qui acceptent des entretiens. On en compte 8, on en a 2 qui se déplacent. Là, encore il y a 2 jours, on en avait un qui était en poste, période d'essai. Ça fait quelques jours, peut-être une semaine ou 2 qu'il est en période d'essai, je me souviens plus chez nous. Hier soir, il termine à 17h45. Hier soir, à 17h40, il avait le blouson sur le dos, le sac à la main, prêt à partir. Le responsable du dépôt lui rappelle que la fin, c'est 17h45, pas 17h40. Il n'était pas là ce matin. On envoyé SMS pour dire qu'il mettait fin à sa période d'essai. Et ça, c'est notre quotidien.
Alors encore une fois, c'est assez compliqué, il faudrait essayer d'être plutôt nuancé sur le sujet. Certes, la nouvelle génération a quand même un gigantesque poil dans la main, je pense, à mon humble avis. C'est peut-être pas la génération la plus fine qu'on a eue de l'histoire de l'humanité. Et peut-être aussi qu'ils sont capricieux, qu'ils ont un peu le syndrome de l'enfant gâté et qui réclament des trucs un peu lunaires, quoi. Des paix démentielles, etc. Mais de l'autre côté, il faut regarder aussi en fait dans quel monde vivent les petits commerçants, enfin surtout les restaurateurs. Et en vérité, dans un monde où maintenant sur les réseaux sociaux, tu peux voir mais tellement de choses dans tous les sens qui te font baver, qui te donnent envie, qui des fois aussi peuvent te motiver, des fois te filent la déprime, des fois te frustrent, etc. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est absolument plus glamour du tout de faire serveur, quoi. Enfin, honnêtement, vu les conditions, en fait. Parce que t'as des tafs qui sont au SMIC et qui peuvent être considérés comme des planques. T'en as pas mal, au final. Mais serveur, vraiment, les conditions sont tellement archaïques. Enfin, c'est tellement... c'est stressant, c'est usant. Et ok, je dis pas, quand t'es jeune, t'as le feu qui sort par les fesses, etc. Tu peux faire tout ce que tu veux, t'es super actif, tu peux dormir 3 heures par nuit, y a pas de souci. Tu peux te prendre des cuites et le lendemain, pas avoir une gueule de bois qui dure 24 heures. Mais ça donne pas du tout envie, en fait, d'être serveur. Et on voit bien en plus la mentalité, je vous ai dit juste avant, le monde dans lequel vivent les patrons de restaurants, etc. Ils vivent dans un autre monde. Le mec, il finit à 17h45, il part à 17h40, et le gars pète un câble au point où il le rappelle le lendemain matin. C'est pas vos esclaves. En fait, le truc, c'est que moi, j'entends beaucoup de gens qui disent que ouais, c'est bon, les jeunes maintenant, ils mettent un doigt au monde du travail, ils ont tout compris, et grâce à eux, c'est bon, on va casser les tabous. Les patrons vont enfin nous respecter, etc. Mais faut arrêter d'être idéaliste aussi. Enfin, faut arrêter d'être naïf. Les jeunes, ils ont rien compris du tout, honnêtement. Hein. Je pense qu'ils ont rien compris. Je pense qu'ils comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Je pense qu'ils ont pas de vista politique pour la plupart. Ils comprennent que dalle. Ils comprennent rien en économie. Certes, ils sont très malins. Ils peuvent être très malins, voilà, avec les réseaux, etc. Mais quand on parle du dur, de l'administratif, de la thune, comment gérer, etc. Ils sont claqués, hein, généralement. Et quand on parle du monde du travail, encore plus. Mais en fait, c'est une qualité et un défaut parce que du coup, les patrons qui arrivent et qui essayent d'esclavagiser les gars, les restaurateurs qui viennent et qui filent des horaires de malades ultra éreintants. Enfin, moi j'ai fait de la restauration, franchement c'est super usant et j'en ai pas fait longtemps. J'imagine même pas les gens qui font ça plusieurs années doivent péter un câble. Et ils sont étonnés en fait que les jeunes maintenant, qui sont très très individualistes, qui sont très hédonistes certes, mais qui se laissent en fait plus faire, ils se laissent pas faire. Même s'ils comprennent pas, ils se laissent pas faire en fait. Ils voient qu'ils ont des mauvaises conditions, une mauvaise paix, ils veulent plus revenir. Donc pour moi c'est quand même une question à double tranchant, ça veut dire que d'un côté certes ils sont paresseux, blablabla, c'est des débiles, ils ont un poil dans la main, ce que tu veux, mais de l'autre côté ça leur apporte une certaine qualité, c'est-à-dire qu'ils se rebellent, ils se laissent pas faire par les patrons. Et quand les patrons essayent de tirer avantage d'eux, globalement, ils leur font un doigt, là. Hein. Globalement, c'est ce que le gars a fait. Il s'est cassé, il a fait abandon de poste, limite. Enfin, là, il a mis farce à sa période d'essai. Mais moi, à mon taf, par exemple, j'ai entendu des histoires où des mecs de 18 ans venaient, ça leur faisait chier, ils faisaient abandon de poste. Et je l'ai entendu plusieurs fois. Parce que taf de merde ou juste parce que le mec avait pas envie. Mais ils se laissent plus faire, les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Que ça soit en bien ou en moins bien. Il y a deux côtés, mais voilà, ça fait... il y a un côté un peu rigolo quand même de voir un peu les boomers patrons qui ont profité pendant longtemps des jeunes avec des horaires de merde et des paix complètement pourris. Péter un câble parce que les jeunes maintenant se laissent plus faire. C'est quand même un peu jouissif. Je sais pas de quel côté vous êtes, dites-moi dans les commentaires. Italie, des femmes roms ont été surprises en train de forcer la réserve d'argent de la célèbre fontaine aux sangliers à Florence et de voler les pièces tout autour de celle-ci. Pourquoi les touristes regardent-ils sans agir ? Oula, elle m'a fait sursauter. Pour la première fois dans ses 1000 ans d'histoire, le château de Windsor de la famille royale britannique a organisé un ftour, un repas de Ramadan avec un appel à la prière islamique. Pardon, je suis désolé, mais la vocalise, elle m'a tué. Pardon, excusez-moi. On dirait un chanteur.
vais pas être de mauvaise foi, mais en vérité, je trouve ça plutôt joli, moi. Mais le lieu, c'est pas le bon, quoi. Bah vraiment, j'aime bien les champs un peu comme ça, j'aime beaucoup, mais pas au château de Windsor, quoi. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!